Et votre invité à présent, c'est Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien. Bon, Et merci, vous? très bien, merci d'être là avec nous sur Boursorama. La mobilisation était hier dans la rue en nette baisse pour la 10e journée de manifestation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour le président, pour le gouvernement, pour la majorité, qu'il y ait moins de monde dans la rue? Je ne vais pas me prononcer sur le nombre de personnes présentes dans la rue. Comme vous le savez, les chiffres diffèrent toujours. Ce qui m'importe, moi, je le dis très sincèrement et très simplement, en tout premier lieu, c'est que on puisse progressivement assister au retour de l'ordre dans les rues, de l'ordre républicain et de l'ordre démocratique. Je pense que c'est le premier défi à très court terme auquel l'exécutif, auquel le gouvernement a à faire face, auquel nous avons collectivement à faire face, faire en sorte que les violences, les débordements, les agressions contre les forces de l'ordre qui ont émaillé tout le week-end dernier, mais dont on a vu qu'elles étaient encore le fait d'un petit noyau de casseurs hier, notamment à Paris, puisse cesser. C'est vraiment l'impératif numéro un, arriver à faire en sorte que la contestation sociale et les manifestations, si elles sont bien évidemment légitimes dans notre pays, ne donnent pas lieu à chaque fois à des débordements, des Hmm, agressions, des violences et ce comportement hmm. parfaitement inacceptable d'un petit Ouais. noyau de personnes qui sont là pour en découdre. Ouais. Ces violences en marge, encore une fois, des manifestations, c'est une chose. Mais après, au-delà de ça, le mouvement de contestation, pour vous, même s'il y a un affaiblissement, il reste fort aujourd'hui dans le pays? Je crois qu'incontestablement, si j'entends les déclarations des leaders syndicaux, il y a toujours la volonté de porter effectivement la contestation et certaines expressions de colère sociale face à cette loi sur la réforme des retraites, face peut-être également à d'autres sujets, à d'autres soucis dont nous ne sous-estimons pas du tout l'importance et l'intensité, hein. Par exemple, l'inflation sur les prix alimentaires, d'autres inquiétudes sont réelles dans le pays. Nous n'avons eu de cesse que de tenter d'y apporter des réponses et nous savons que sur ce sujet, il y a encore beaucoup à faire. Mais incontestablement, sur le sujet de la réforme des retraites, nous avons besoin de continuer à expliquer, parce que certainement n'avons-nous pas été collectivement suffisamment persuasifs, les raisons pour lesquelles nous menons cette réforme et remettre, je dirais, en perspective également toute la question du travail, parce que nous avons entendu lors des manifestations, dans les slogans, dans les contestations, dans l'expression des colères, beaucoup de choses qui concernaient, je dirais, le travail, l'organisation du travail, la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité au travail. Et c'est à tout ce chantier-là que nous devons maintenant impérativement nous Hmm. mettre collectivement à travailler. Ouais. Mais est-ce que l'exécutif, certains disent que l'exécutif misait, et la majorité misait sur cet essoufflement. Est-ce qu'on y est? Il est trop tôt pour dire si on est dans un essoufflement ou dans autre chose. Il y a encore une fois un chemin démocratique dans notre pays lorsqu'on porte des projets de loi avec un important objet comme celui de sauver notre système de répartition et il y a un chemin, je dirais, institutionnel, mais aussi un chemin social. Après le vote par le Parlement de cette loi sur la réforme des retraites, il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Nous attendons sereinement la décision du Conseil constitutionnel. Nous comprenons tout à fait que ce cheminement institutionnel et démocratique s'accompagne d'un chemin social et qu'il y a toujours de la contestation portée Hmm. par les organisations sociales. Mais encore une fois, ce que nous disons, ce qu'a dit l'exécutif, ce qu'a dit la Première ministre, ce que disent les membres du gouvernement et ce que disons nous également, députés de la majorité parlementaire et présidentielle ici à l'Assemblée nationale, c'est la porte est ouverte, la main est tendue, le dialogue social sur tous les sujets, il doit continuer, il doit pouvoir se tenir et nous recevons d'ailleurs, nous, très concrètement, les députés Renaissance, un certain nombre de leaders d'organisations sociales, organisations patronales et Hmm. organisations syndicales dans les toutes prochaines heures pour continuer et approfondir le dialogue Hmm. social sur toute une série de sujets. La Première ministre Elisabeth Borne qui va recevoir donc en début de semaine l'intersyndicale, les syndicats à Matignon.
est-ce qu'on va y parler retraite ou pas? Il n'y a pas d'ordre du jour manifestement, c'est pas très clair. Et en même temps, on se dit que si on parle retraite, ça va encore buter sur les 64 ans. Enfin, on a compris qu'il y avait un désaccord, non? Alors moi, je ne suis pas membre du gouvernement, c'est pas à moi qu'il revient de fixer l'agenda du dialogue social et des réunions entre la Première ministre ou les membres du gouvernement et les organisations syndicales. Nous avons clairement, ici à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup des choses dont on parle et beaucoup des voies de sortie peut-être du blocage, entre guillemets, auquel vous faites référence, sont à trouver ici au Parlement et plus particulièrement à l'Assemblée nationale. Nous avons notre rôle à jouer et nous souhaitons, quand nous recevrons les organisations syndicales, être à leur écoute, être totalement Hmm. à leur écoute. Est-ce que ça ne tangue pas un petit peu aussi au sein de la majorité quand on voit que des députés MoDem, qui sont membres de la majorité, sont pourtant favorables à ce qu'il y ait une conciliation? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en porte-à-faux avec vos alliés centristes sur la question d'une médiation qui a été refusée par le gouvernement? Tout dépend de ce que l'on entend par le mot médiation. Et vous faites allusion à une déclaration du président du groupe MoDem de l'Assemblée nationale, Absolument. qui d'ailleurs, si je puis me permettre, a précisé son propos, hein. Il ne se situe pas du tout dans l'opposition à l'exécutif et l'opposition au gouvernement. Mais nous sommes conscients du fait que l'union entre les trois familles politiques qui composent la majorité présidentielle et parlementaire, ici à l'Assemblée comme ailleurs dans le pays, doit être renforcée. Mais croyez-moi, cette volonté de renforcement du travail commun entre les familles politiques qui composent la majorité parlementaire ici à l'Assemblée nationale, elle est grandement partagée. Nous allons nous y employer et la Première ministre est tout à fait décidée aussi à non seulement approfondir et enrichir le dialogue avec toutes les familles politiques qui composent la majorité présidentielle et parlementaire ici à l'Assemblée nationale, mais aussi, je dirais, au-delà, à Mm. voir comment travailler à élargir la majorité. Je profite quand même du fait que vous me accordez un petit temps de parole pour faire savoir ou rappeler à vos téléspectateurs que dans les trois derniers jours qui viennent de s'écouler, ici au Palais Bourbon, nous avons voté à une très large majorité, hein, qui était très largement transpartisane, en faveur d'un projet de loi très important pour relancer l'énergie nucléaire dans notre pays. Nous avons également, de manière très large et très transpartisane, encore une fois, également, hier, voté, par exemple, sur un projet de loi consacré aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, qui prévoit un certain nombre de dispositifs de renforcement de la sécurité dans les transports, de la lutte contre le dopage et d'un certain nombre d'autres sujets Mm. qu'il fallait faire bouger pour pouvoir au mieux encadrer l'organisation des Jeux olympiques. Donc Donc, la vie sur parlementaire le n'est pas sujet de arrêtée. fond, le travail transpartisan et le travail Mm. d'élargissement de la base majoritaire, il est à l'œuvre et nous allons bien le poursuivre et nous comptons bien le poursuivre. Sans naïveté, encore une fois, les yeux grands ouverts, mais avec des sujets de fond. C'est le rôle que nous nous sommes assignés, nous, ici, députés de la majorité présidentielle et parlementaire à l'Assemblée. Pourquoi le président et le gouvernement et les majorités refusent cette idée d'une pause proposée par Laurent Berger, de mettre tout ça sur pause? Pourquoi c'est refusé? À ce stade, effectivement, comme nous sommes convaincus de la justesse et du bien fondé de la réforme que nous portons, encore une fois, ça n'est pas la réforme pour la réforme, c'est la réforme pour pérenniser notre système de retraite par répartition et mettre en place les dispositions pour parvenir progressivement, certes, mais réellement au rétablissement de l'équilibre financier de notre système de retraite par répartition. Qui est frappé par, ça a été le cas dans le passé et ça le sera dès l'année prochaine et encore plus les années suivantes si l'on ne fait rien, le risque de déficit et le risque de voir l'État devoir toujours abonder pour combler les trous, pour combler le déficit. Si nous voulons que les effets positifs des mesures que nous portons, des mesures de rétablissement de l'équilibre financier, encore une fois, portent leurs fruits, parce que nous les faisons entrer en vigueur très très progressivement, il faut pouvoir les mettre en œuvre
œuvre, je dirais, sans tarder, sans faire de pause. Encore une fois, l'état de nos finances publiques, la contrainte budgétaire qui pèse sur nos budgets, celui de la nation comme celui de la sécurité sociale, fait que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps et de mettre sur pause. Encore une fois, c'est parce que nous sommes persuadés du bien fondé, de la justesse et de la pertinence de cette réforme des retraites que nous ne voulons pas la stopper ou l'arrêter. Oui, mais pour la pérenniser, ce que disent les syndicats, c'est qu'il y avait peut-être aussi des alternatives à l'allongement de la durée, en tout cas en complément, faire pas seulement demander des efforts aux salariés, mais aussi augmenter peut-être les cotisations salariales ou patronales, augmenter la CSG sur le patrimoine, enfin voilà, trouver, faire participer d'autres personnes que les salariés au rétablissement et l'équilibre du système des retraites en 2030. Alors, recourir à toujours plus de taxes et toujours plus d'impôts, c'est effectivement une option mise sur la table par notamment la gauche, l'extrême gauche, et à laquelle nous nous sommes toujours refusés. Le poids des prélèvements obligatoires reste élevé dans notre pays pour toute une série de raisons que vous avez certainement déjà eu l'occasion d'expliciter à l'antenne. Et ne comptez pas sur cette majorité et sur ce gouvernement pour augmenter le poids des taxes, le poids des impôts, le poids des cotisations. Encore une fois, l'esprit du système de retraite par répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle, c'est le fait que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites des retraités aujourd'hui. Et il y a des réalités démographiques, des réalités économiques, des réalités européennes qui font que notre pays, à l'instar de tous les pays européens qui l'entourent, doit progressivement, très progressivement, encore une fois, repousser un peu de 62 à 64 ans l'âge légal du départ à la retraite. D'ici quelques jours, quelques semaines, 3 semaines tout au plus, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur cette réforme des retraites. Est-ce que tout va se jouer à ce moment-là? Est-ce qu'on peut imaginer tous les cas de figure avec tout est validé, censure totale, censure partielle? Est-ce que l'épilogue de cette contestation et de cette réforme arrivera à ce moment-là? Il faut tenir bon d'ici là, jusque-là. Le Conseil constitutionnel vient de faire savoir qu'il rendrait sa décision le 14 Ah, avril. Donc, la date a été rendue publique il y a tout juste quelques minutes et donc ok. elle s'impose à tous, comme s'imposera à tous, bien évidemment, la décision du Conseil constitutionnel, à notre juridiction suprême en quelque sorte, hein. J'en profite pour rappeler que le bon fonctionnement de nos institutions de la Ve République, dont le chef de l'État, c'est sa mission constitutionnelle, et le garant, doit s'imposer à tous. Et dans beaucoup des postures, dans beaucoup des expressions verbales ou politiques, y compris au cœur de la démocratie parlementaire, y compris au Palais Bourbon, nous avons malheureusement, trop souvent assisté ces dernières semaines, voire ces derniers mois, à des postures et déclarations qui sointent l'anti-parlementarisme, qui sointent la remise en cause totale de nos institutions, qui sointent la remise en cause du fonctionnement de notre démocratie parlementaire et de notre démocratie représentative. Toutes les institutions de la Ve République fonctionnent comme la Constitution prévoit qu'elles fonctionnent, et donc le Conseil constitutionnel aura son mot à dire le 14 avril. Que se passe-t-il le 14 avril si les sages censurent un élément important, encore une fois, de la retraite, ou des éléments accessoires, enfin accessoires en tout cas à côté, comme les CDI seniors? Qu'est-ce que ça change, encore une fois, pour l'exécutif? Nous verrons le moment venu. Nous verrons le moment venu ce qu'il en est. Moi, à ce stade, je n'ai aucune raison d'imaginer quelques scénarios comme plus probables qu'un autre. Nous verrons le moment venu, mais nous sommes absolument convaincus que c'est dans l'action que nous devons continuer à faire nos preuves. Il y a un engagement du chef de l'État, de sa majorité, à réformer, à poursuivre, sujet après sujet, je dirais problème après problème, la recherche de solutions efficaces, y compris en allant vers des projets ou des propositions qui ne sont pas d'emblée populaires, hein. Encore une fois, aucune réforme des retraites dans notre pays n'a jamais été populaire. Aucune réforme visant à demander un effort à, non pas tous les Français, mais une grande partie des salariés, n'est d'emblée populaire. Nous en sommes
parfaitement conscients. Mais c'est un devoir de responsabilité, de cohérence et de respect aussi des engagements pris que d'aller sur le chemin de l'accomplissement des engagements et Ouais. de l'accomplissement de l'esprit de responsabilité, encore une fois. Ouais. L'Assemblée nationale et le Parlement qui ne sont pas à l'arrêt, puisque vous avez raison de le dire, sur le nucléaire, de manière transpartisane, un accord est passé. Donc voilà, ça peut, ça ouvre des Pas du tout à perspectives. l'arrêt, pas du tout bloqué, y compris sur l'enjeu important de l'énergie nucléaire, Ouais. sur l'organisation des Jeux Olympiques et sur beaucoup d'autres sujets, y compris des sujets sociaux. Nous continuons d'avancer, encore une fois, et sans doute y a-t-il là matière à trouver, à dégager une méthode qu'il nous faut approfondir et consolider et pratiquer, je Mm. dirais, largement, très largement. Mais qui n'a pas fonctionné sur les retraites, sujet ô combien clivant. Qui a failli fonctionner ça le retraite, mais je vous le concède, a été un peu prise en otage par des stratégies Par vos de anciens collègues des la, Républicains, hein. de la peut-être visée un peu court-termiste de certains. Encore une fois, au Sénat, les choses ont très bien fonctionné, je dirais de manière transpartisane, parce que la majorité sénatoriale, effectivement, qui était une majorité de droite et de centre-droit, s'est montrée à la fois responsable, mais surtout cohérente et fidèle par rapport à ses votes et à ses engagements et à ses positions passées. Je regrette, mais ça n'est pas une surprise pour vous certainement que de me l'entendre dire, qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu cette même volonté d'être cohérent et responsable. Ça s'est joué à peu de voix, manifestement, mais effectivement, nous n'avons pas réussi à être suffisamment persuasifs. Et donc, notre méthode a été, en quelque sorte, prise en otage par des postures très personnelles et politiciennes. Allez, merci beaucoup. Constance Le Grip, donc députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci pour cet entretien. Au revoir. Au revoir.